Bonjour, voici le premier événement organisé par le Parlement des étudiants pour les municipales de Dijon. Aujourd'hui, nous allons accueillir une membre de la liste Dijon à venir. Je vais vous laisser pour vous présenter. Donc, je suis Mathilde Mouchet, je suis numéro 2 sur la liste Dijon à venir, bifurquée, inspirée, protégée, et candidate à la présidence de Dijon Métropole. Nous allons commencer par plusieurs questions qui seront posées à plusieurs candidats de listes différentes. Première question concernant la culture. Mhm. Quelles mesures pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes Dijonnais? Euh, donc déjà, pour nous, pour Dijon à venir, la culture se doit d'être émancipatrice pour finalement non plus être descendante, mais être produite aussi bien par les habitants, donc aussi par les jeunes. Et on sait qu'un des facteurs limitants, c'est la question des moyens. Voilà, comment faire. Donc, avec Dijon à venir, nous mettons en place, nous mettons à disposition des moyens matériels, que ce soit des barnums, tables, bancs, sonos également, et puis aussi les autorisations temporaires qui vont bien pour pouvoir organiser des petits événements culturels dans les parcs, dans les rues. Euh, et, et finalement, c'est quelque chose qui va nous permettre de réduire la distance entre les jeunes et la production culturelle. On aura aussi, et donc ça c'est une des grandes mesures en fait de notre programme, c'est la mise en place de cantines participatives communales à prix équitable. Donc ça c'est sur le volet alimentaire, mais en fait ces lieux ont aussi vocation à être des lieux de rencontre et il y aura des scènes permanentes dans ces cantines participatives. Et puis, nous voulons aussi favoriser l'intergénérationnel, donc avec notamment les EHPAD qui sont gérés, enfin, semi-publics de la ville de Dijon, les deux EHPAD de l'EPCAPA, les Bégonias et puis les Jardins Voltaire. Donc, avoir la possibilité aussi d'amener des échanges entre les jeunes et puis les personnes âgées. Merci. La prochaine question sur la transition écologique. Les jeunes Dijonnais sont-ils suffisamment associés aux décisions liées à la transition écologique? Alors, on va ouvrir un petit peu le sujet puisque sur cette question en fait euh, de participation citoyenne, ça fait partie de l'ADN de Dijon à venir, puisque nous sommes une liste participative et citoyenne, dont l'origine se fonde dans des luttes contre des projets, notamment des projets immobiliers qui ont été imposés dans les quartiers euh, par la municipalité actuelle. Et des projets qui, outre le fait de mettre en cause le cadre de vie des habitants, ont mis en évidence la surdité de la mairie actuelle, la surdité de Madame Kunders et de toute son équipe vis-à-vis de finalement des préoccupations des habitants. Et en ça, nous avons d'abord l'association Dijon à venir a organisé tout un moment de forum citoyen. Donc, durant 18 mois, nous sommes allés à la rencontre des habitants pour justement écouter leurs craintes, besoins, idées, aspirations. Et ça nous a permis d'élaborer une vision d'avenir pour Dijon à l'horizon 2050, sous forme un arbre qui va grandir en 25 ans. Et le tronc de cet arbre, c'est la ville participative, avec de nombreuses mesures pour justement rendre aux habitants leur pouvoir de décider et d'agir. Et donc, pour les jeunes, bien sûr, ça va être la possibilité de participer aux différentes instances et aux différents dispositifs que nous mettrons en place, avec ce qu'on appelle le mandat citoyen. Donc, le mandat citoyen qui est une mise en œuvre spécifique avec des conventions citoyennes qui seront organisées au début du mandat sur des grands thèmes, le thème de l'autonomie alimentaire, le thème de la nouvelle économie, le thème aussi des services publics. Bien sûr, il y aura la place pour les jeunes. Nous mettrons en place une assemblée citoyenne et populaire avec des habitants pour partie tirés au sort et pour partie volontaire. Une assemblée qui aura pour vocation de réfléchir collectivement finalement à des idées de projets
qui seront élaborés justement au sein de cette instance et qui viendront finalement s'imposer au conseil municipal, ou en tout cas, ce seront des dossiers qui remonteront directement de la base, sans passer par les instances. Donc la place des jeunes est extrêmement importante à ce niveau-là. Et nul doute que les projets de transition écologique seront au premier plan. Nous nous appuyons sur les expériences de nos homologues, puisque depuis 2020, il y a en France des listes citoyennes et participatives qui ont été élues, donc qui ont déjà l'expérience d'un premier mandat. Et nous formons un réseau qui s'appelle le réseau Action Commune, avec des partages d'expériences. Et effectivement, on voit que ces dispositifs permettent vraiment d'augmenter significativement la participation du public. La prochaine question concerne un sujet qui est très important, c'est celui des transports. On parle aujourd'hui d'une extension de la ligne de tram avec la T3. Pensez-vous que cela est bénéfique pour la ville de Dijon? Alors, sur le sujet des mobilités, revenons à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert un mode de déplacement. C'est pas pour Dijon Avenir, il s'agit effectivement de s'ancrer pour nous sur les grandes valeurs de sobriété et de sens des limites. Donc, revenir à de quoi avons-nous besoin? Est-ce que nous avons besoin d'un moyen de transport ou est-ce que nous avons besoin de nous déplacer? Et en l'occurrence, sur ce projet de ligne de tram T3, au vu du dossier de concertation que vous avez peut-être pu consulter en juin 2025, eh bien, ce projet de ligne de tram en fait, repose principalement sur une projection de population, projection d'augmentation à l'horizon 2040, plus 30 000 habitants sur l'agglomération dijonnaise, avec notamment un gros projet appelé Grand Verger du Sud sur le secteur de Chenauve, plus 10 000 habitants sur cette zone, venant finalement justifier un projet de tram, alors même que ces projections d'augmentation de population et d'aménagement d'urbanisme ne sont pas aujourd'hui prévues dans le plan local d'urbanisme. Donc, pour nous, c'est très important au regard de l'ampleur finalement. Plus 30 000 habitants à l'échelle de l'agglomération dijonnaise, c'est plus 14% d'habitants. Ça ne peut pas simplement passer par une concertation sur un sujet annexe de transport. Pour nous, c'est une question de démocratie et on ne doit pas, il ne faut pas, et ça n'a jamais pu se faire, mais encore moins en 2026, il ne faut pas court-circuiter la démocratie, le processus d'élaboration de l'urbanisme et des grands choix par un aménagement ponctuel. Donc, d'abord, il s'agit pour nous de remettre les choses dans l'ordre. Figurez-vous que, au-delà de cette question de planification de l'urbanisme, à l'échelle juste de Dijon Métropole, eh bien, en novembre 2025, nous avons eu connaissance, peut-être en êtes-vous au courant, très peu d'habitants le savent, nous avons eu connaissance d'un très grand projet qui oriente les politiques, qui va orienter les politiques publiques là, pour les 20 ans à venir sur Dijon, sur l'agglomération et même à l'échelle en fait beaucoup plus large, le schéma de cohérence territoriale qui concerne deux autres communautés de communes, la communauté de communes Nord-Gétille, au nord de Dijon, la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, tout le secteur de Genlis jusqu'à Ezray. Ce territoire est concerné par un projet à l'horizon, donc avec une échéance à 2046, d'augmentation de population, d'augmentation de logements et puis d'artificialisation de terres agricoles. Ce document, il vient de vivre une période de concertation. C'est pour ça qu'on en a eu connaissance au mois de novembre, un peu par hasard. Il y avait 5 personnes à la réunion publique qui se concernaient l'entièreté de Dijon Métropole. Autant pour le tram, il y a eu la communication partout. Autant pour le schéma de cohérence territoriale, il n'y a pas eu de communication du tout. Donc, concrètement, pour nous, il faut
retrouver le sens des limites. Retrouver le sens des limites, c'est-à-dire stabiliser la population. À partir du moment où on stabilise la population, on n'a pas besoin de tram 3. Par contre, il y a un véritable enjeu à proposer des alternatives crédibles à la voiture individuelle. Pour cela, et je vais revenir au sujet des jeunes parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir, en particulier, notre projet, c'est de renforcer sérieusement, significativement, tant le nombre de lignes que la fréquence des transports en commun. D'avoir des lignes de bus qui soient plus fiables et aussi, sur l'aspect, disons, écologique, de faire passer les bus actuels sur un format électrique avec alimentation soit par caténaire, soit par batterie, donc un trolleybus. Ça, c'est pour l'aspect transport en commun. On a aussi un certain nombre de mesures qui vont concerner les personnes qui possèdent encore un véhicule, une voiture, parce que ces gens-là ne peuvent pas forcément faire autrement. On a des gens qui doivent aller travailler tôt, ou qui sont en horaire décalé, ou qui aujourd'hui doivent aller travailler loin, et qui ont besoin d'une voiture. Donc pour ça, on a prévu aussi des mesures, notamment pour réduire les coûts d'entretien des véhicules individuels. Et puis, bien entendu, aussi pour des questions de santé, une forte promotion des mobilités actives, la marche, le vélo. Réseau Express Vélo, le rêve. Et en particulier pour les jeunes, le prêt gratuit de vélo. Voilà. Pour vous arriver dans une ville, vous n'avez pas forcément eu un camion de déménagement. Bon, avec notre municipalité, vous avez un vélo mis gratuitement à disposition, justement pour pouvoir faciliter l'acquisition de cette pratique. Et finalement, avec les différentes mesures, renforcement des transports en commun, sur les mobilités actives, et puis aussi un certain nombre de mesures sur l'aspect finalement réduction des distances, notamment pour aller faire ses courses, remise de commerce dans tous les quartiers, eh bien, nous pensons multiplier par 10, c'est-à-dire passer de 4 à 40% la part modale du vélo d'ici à 2050, c'est-à-dire faire passer Dijon sur un modèle comme celui de Copenhague. Donc, c'est cela que nous visons avec notre programme. Une prochaine question qui concerne aussi les transports. Que pensez-vous de la gratuité des transports pour les étudiants? Êtes-vous favorable ou non à cette mesure? D'une manière générale, sur la tarification des services publics, nous pensons, nous avons comme valeur forte à Dijon Avenir la justice sociale et écologique. Et ce qui se traduit en fait par l'équité. Pour nous, l'équité prime parce qu'elle va réellement permettre à la fois à la collectivité de pouvoir financer des services et à la fois aux usagers de pouvoir y accéder selon leurs revenus. Et pour nous, plutôt que la gratuité des transports, c'est un principe d'équité. Alors peut-être vous connaissez le système, en tout cas nous transposons ce qu'il existe aujourd'hui, notamment pour la restauration scolaire des enfants et puis les accueils périscolaires, ainsi que voilà, quelques autres services publics. Nous transposons ce système où la grille tarifaire est très très large, c'est-à-dire ça commence pour des tranches de revenus basses à des prix tout petits, et puis par contre ça monte beaucoup plus haut pour des personnes aux revenus importants. Et pour nous, finalement, l'équité, pour les étudiants, va leur permettre d'avoir effectivement un tarif bas à partir du moment où ils ont peu de soutien familial et donc peu de revenus. On a parlé des transports, maintenant on aborde un sujet qui est essentiel, le logement. Oui. Comment Dijon, aujourd'hui, peut-elle répondre aux besoins croissants des citoyens, mais aussi des étudiants concernant le logement? Oui. 2 éléments introductifs. À Dijon, en 15 ans, on est passé de 30 000 à 40 000 étudiants, plus 10 000 étudiants.
Et puis, peut-être vous l'avez vu passer, un article hier dans Le Monde qui relatait une enquête réalisée par le syndicat étudiant La Fage qui précise que sur leur panel, un quart des étudiants interrogés, en fait, se retrouvent avec moins de 100 € par mois pour vivre une fois qu'ils ont réglé leur loyer. Donc oui, ça va poser beaucoup de difficultés, cette question des loyers trop élevés, parce que ça va se faire au détriment de la santé des étudiants. Les étudiants vont devoir travailler pour financer finalement leur nourriture, et donc ça va venir à l'encontre de leur réussite académique. Donc bien sûr, pour nous, c'est un problème. Donc, que faire par rapport à ces questions de logement? Plusieurs éléments en termes de bilan de ce qui se passe aujourd'hui avec la municipalité actuelle. Avec Madame Kunders, il se passe un phénomène, ce qu'on appelle de surchauffe sur les résidences étudiantes privées. C'est-à-dire, dans le plan local d'urbanisme actuel, qui est en vigueur sur la période 2020-2030, il n'y a aucune réglementation sur la destination des bâtiments à usage d'hébergement. Et donc là, depuis 2020, il y a eu une inflation de la construction de résidences étudiantes privées. Dijon Métropole, les élus de Dijon Métropole s'en sont eux-mêmes émus il y a un an, en réunion de conseil métropolitain de mars 2025, à la présentation du bilan du POAH a mis en évidence qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Les élus ont eux-mêmes avoué que ce trop de construction de résidences étudiantes privées ne répondait pas aux besoins parce que ce sont des logements qui sont vraiment trop chers par rapport à la moyenne et par rapport au budget dont disposent les étudiants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est devenu la résidence étudiante, le studio étudiant, c'est devenu finalement un produit financier. Des investisseurs qui n'habitent pas à Dijon investissent effectivement une partie de leurs économies là-dedans. Pour eux, c'est très rentable. Et sans se rendre compte de toutes les implications. Donc, premier élément sur résidence étudiante privée. Deuxième élément sur le phénomène des locations touristiques, Airbnb pour ne pas le citer, puisque ce type, notamment sur le centre-ville de Dijon, ce type de pratique vient sortir du parc locatif habituel un certain nombre de logements, soit des petits logements ou soit des plus grands logements qui peuvent être mis en colocation. Ça vient les sortir finalement du marché locatif traditionnel et privant les étudiants de logement. Il faut savoir que ça concerne des milliers de logements à Dijon, ces locations touristiques type Airbnb. Dijon est à peu près une des seules grandes villes qui ne réglemente pas Airbnb. Donc, et récemment, au mois de décembre, dans le bien public, la maire de Dijon a dit « Ah oui, il y a un problème avec Airbnb ». On a bien saisi le problème. Donc, avec Dijon à venir, tout d'abord, nous demandons le classement de Dijon en zone tendue, qui nous permettra de mettre en place un plafonnement des loyers. Seconde, ou plutôt deuxième mesure, la question des résidences sous conventionnement. J'ai un exemple très précis qui concerne l'ancienne EHPAD Marguerite, dans le quartier de l'avenue du Drapeau. C'est un bâtiment propriété semi-publique pour lequel que la ville de Dijon avait prévu de vendre, et la maire de Dijon a accordé au promoteur BNP Paribas Promotion Immobilier un permis de construire et démolir pour transformer ce bâtiment en résidence étudiante privée. Bon. C'est là que le bas blesse. Donc clairement pour nous, des solutions. La mise en place d'habitat léger dans les jardins de maisons individuelles en quartier pavillonnaire. L'idée,
c'est qu'au-delà de promouvoir le logement intergénérationnel, qui est une possibilité pour faciliter le logement des étudiants à moindre coût, mais qui rencontre forcément des écueils. On regarde comment former un binôme facilement entre un étudiant et une personne âgée. On sait qu'il y a des écueils. Et c'est pourquoi ce système d'habitat léger dans les jardins des pavillons d'une personne âgée, eh bien, ça vient à la fois répondre aux besoins de, de liens sociaux, pour la personne âgée d'avoir une personne à proximité qui peut rendre service, pour l'étudiant aussi. Peut-être on aura l'occasion d'en parler ce soir, la question finalement de l'isolement des étudiants. Donc ça, on a ces bénéfices tout en ayant la capacité pour le jeune d'avoir son indépendance avec schématiquement une tiny house dans un jardin. La prochaine question qui vient, elle est en lien avec les deux premières, c'est celle sur la précarité. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont dans des situations précaires. Et donc, pour vous, comment Dijon, si vous êtes élu, peut accompagner ces étudiants dans ces cas-là? Alors, on vient effectivement de parler de la question des logements, puisque le logement, le budget logement pour les étudiants reste une part majoritaire. Donc, je ne sais pas s'il est nécessaire que je reprenne ce que j'ai présenté préalablement, avec effectivement le classement en zone tendue de Dijon permettant le plafonnement des loyers, avec l'arrêt de cette surchauffe sur la construction de résidences étudiantes privées, la facilitation de l'installation d'habitat léger en zone pavillonnaire, et puis quand même la promotion des logements intergénérationnels. Sur les autres besoins vitaux finalement qui sont à couvrir pour tout un chacun et aussi pour les étudiants et auxquels nous, en tant que municipalité, nous voulons garantir ces besoins vitaux et finalement ces sécurités aux Dijonnaises et aux Dijonnais, eh bien, on va avoir, j'en parlais précédemment, l'installation de cantines participatives communales dans chacune des quartiers. Ce sont donc cantines participatives communales à prix équitable, avec donc des repas qui peuvent être confectionnés collectivement. Donc, je n'ai pas cours tel matin, je peux aller donner un coup de main. Ça permet de réduire finalement la note pour tout le monde à la fin, et sachant que le prix finalement de ce repas se fait encore une fois en fonction des revenus. La tarification équitable, bien sûr, sur les transports, mais aussi sur les piscines, sur la culture, enfin en tout cas un maximum en fait de possibilités pour les étudiants d'avoir effectivement, pour ceux qui sont vraiment de faibles revenus, d'avoir accès à ces services. Sur les questions d'équipement, comment j'arrive dans une ville, comment justement est-ce que je vais chez Ikea Leroy Merlin, ou avec Dijon Avenir, vous allez aller dans la recyclerie du quartier. Parce que aujourd'hui, 7700 tonnes d'objets sont chaque année brûlées, incinérées, alors qu'elles pourraient faire l'objet de réemploi, avec la création d'emplois à la clé, hein, bien entendu. Donc des recycleries dans tous les quartiers pour pouvoir s'équiper d'occasion, aussi faire réparer, parce que quand un appareil tombe en panne ou un meuble un peu cassé, bien disposer d'outils pour pouvoir réparer, c'est aussi finalement faire des économies. J'en parlais précédemment, le prêt gratuit de vélo, parce que ça concerne les jeunes et puis les enfants et puis toute personne en fait à faible revenu. Et puis finalement beaucoup de petits dispositifs mis dans cette vie que nous voyons vraiment différente à Dijon, avec une ville du lien, une ville apaisée, en plus d'être participative, une ville nourricière et une ville productrice. La prochaine question, vous l'avez déjà commencé à l'aborder, c'est celle concernant la santé mentale. Comment lutter contre l'isolation des étudiants? Alors, la solitude, l'isolement sont un fléau. Et ça concerne finalement les deux
les deux extrémités de la vie, aussi bien chez les jeunes que pour les personnes âgées. Et c'est vrai que pour nous, on va y répondre par les mêmes outils, mais probablement selon des modalités différentes. Il s'agit en fait de recréer des lieux, et donc pour nous de multiplier les lieux de socialisation pour tous les âges, pour finalement avoir des endroits où se rencontrer. Il s'agit de, je parlais des cantines participatives communales, encore une fois, où on peut rencontrer du monde. Il s'agit aussi de recréer des réseaux sociaux réels. Donc, typiquement, se passer de son smartphone. Donc, avec la création d'espaces sans smartphone. Un petit exemple, l'espace végétalisé du Pont-Arnaud. C'est un espace situé en centre-ville entre la rue Condorcet et la rue Monge. Et un petit îlot, un petit bijou peu connu, qui abrite en plus, grâce aux soins qu'en ont pris les habitants, une biodiversité extraordinaire pour le centre-ville, puisqu'on a même des oiseaux qui viennent nicher. Ce sera un premier espace sans smartphone. Pour l'anecdote, une partie de cet espace végétalisé est en train d'être privatisée, c'est-à-dire que en conseil municipal le 15 décembre, les élus ont voté pour la vente de cet espace à un privé pour s'en faire pour se clore. Donc, à Dijon à venir, bien sûr, nous luttons contre ça. Et puis, pour poursuivre sur la question de comment finalement recréer des liens, ce que nous constatons, puisque nous-mêmes, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, nous avons des difficultés à trouver des lieux pour nous réunir en tant qu'association. C'est vraiment difficile à Dijon. Eh bien, et encore une fois dans le principe de la sobriété et d'économiser les ressources, nous voulons intensifier l'usage des bâtiments municipaux, en particulier les écoles, qui servent grosso modo 140 jours par an, jours d'école par an. Donc ces bâtiments-là, nous voulons, avec un certain nombre de modalités, bien entendu, que les choses soient bien cadrées, mais permettre que ce soit, étant donné qu'on en a partout en ville, on a des dizaines d'écoles partout en ville, permettre de les ouvrir aux associations durant les week-ends et les vacances. La prochaine question est une question centrale, la participation citoyenne, votre liste qui commande une initiative citoyenne. Comment pour vous, dans la démocratie locale d'aujourd'hui, vous pouvez intégrer les jeunes dans les décisions municipales? Oui. Donc effectivement, j'en parlais précédemment, la ville participative, qui est le tronc de notre vision d'avenir, avec cette sève qui va venir irriguer en fait l'ensemble des axes, que ce soit la ville du Lien, la ville nourricière, etc. Eh bien, il s'agit de permettre à tout un chacun, à tout habitant, de trouver sa place, avec vraiment des modalités très variables. Un engagement qui nécessite, qui est, on va dire, d'un premier niveau, ça va être pour nous, en tant que municipalité, de permettre à des habitants qui ont lancé une pétition sur un sujet local et qui ont recueilli plus de 1000 signatures de Dijonnaises et de Dijonnais, de venir présenter eux-mêmes le sujet lors du conseil municipal. Nous avons aussi, nous prévoyons, dans le cadre du mandat citoyen, d'avoir une heure, à chaque réunion du conseil municipal, une heure consacrée à des questions-réponses des habitants. C'est-à-dire les habitants se sont inscrits préalablement, mais viennent avec leurs questions et les élus s'engagent à apporter une réponse. Bien entendu, les jeunes sont attendus à ce moment-là. Pour je vous parlais précédemment des conventions citoyennes. Un point important aussi, pour nous, c'est de permettre finalement
aux jeunes, enfin, à tout habitant, et aux jeunes en particulier, parce que les premiers moments de la citoyenneté, c'est beaucoup de découvertes, de pouvoir aussi participer. Et sachez que notre liste citoyenne et participative, avec ses 59 candidats, sont Benjamin, donc le plus jeune a 18 ans. Et symboliquement, nous l'avons, il est placé en 59e position, qui est classiquement la position d'honneur. Donc pour nous, c'est très symbolique, parce que ça veut dire que la liste citoyenne et participative Dijon à venir place aussi beaucoup d'espoir, d'espérance dans la jeunesse. La prochaine question, l'urbanisme. Aujourd'hui, à Dijon, il y a beaucoup de nouveaux projets urbains. Pensez-vous que cela correspond-il du coup aux aspirations des générations futures et des générations actuelles? Comme je vous l'expliquais précédemment, la jeunesse de Dijon à venir, notre ADN, s'inscrit dans des luttes contre des projets immobiliers qui viennent impacter notre cadre de vie. Et nous avons, au moment du lancement de tout ce processus, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on a commencé à réfléchir au concept de Dijon à venir, et près de 2 ans finalement que nous sommes à la rencontre des habitants. Et en allant à l'écoute, en allant dans la rue avec notre stand mobile, en organisant des forums, agora et toutes sortes de dispositifs de participation, nous avons bien entendu que les Dijonnaises, les Dijonnais et les jeunes en particulier, en fait, sont inquiets. Sont inquiets pour leur avenir. Parce que qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Qu'est-ce que la société propose? Qu'est-ce que la municipalité actuelle propose aux jeunes? Ben, c'est plutôt, ça donne pas très envie. C'est un monde où l'intelligence artificielle va venir remplacer les emplois. C'est un monde de concurrence. C'est un monde où il va falloir, en tout cas c'est leur monde, où il faudra aller faire la guerre pour les ressources. C'est un monde où le vivant va être encore plus maltraité, dans tous les sens du terme. Donc oui, ça nous l'avons entendu. Et nous avons aussi patiemment décrypté les politiques publiques locales actuelles, les politiques publiques menées par Nathalie Kunders, François Rebsamen, puisque François Rebsamen est au pouvoir depuis 25 ans à Dijon, se représente, il est 6e sur la liste de Madame Kunders, pourrait, s'il était réélu, sachant qu'il se présente à Dijon Métropole pour la présidence, il pourrait terminer son mandat à 82 ans. Je dis que ça fait quand même pas très humain de faire travailler les gens aussi vieux. Bon, en tout cas, pour nous, la municipalité actuelle et la liste Dijon Point porte un projet qui ne répond pas aux attentes des Dijonnais et des jeunes en particulier par rapport aux craintes. Et pour nous, l'enjeu, c'est bien de répondre aux besoins, garantir les sécurités alimentaires, puisque c'est notre premier besoin vital, manger 3 fois par jour. Pour cela, zéro artificialisation des terres. Pour nous, c'est ça. C'est fondamental. Il ne faut plus abîmer le moindre mètre carré de pleine terre, que ce soit à Dijon, que ce soit dans les communes alentours, dans l'espace rural. Il nous faut garder toute la pleine terre pour planter massivement des arbres en ville pour pouvoir nous rafraîchir, pour installer des potagers collectifs agroforestiers, pour pouvoir aussi produire un petit peu de nourriture et aussi vivre des liens avec ces activités collectives. Et puis, sur les terres agricoles qui entourent Dijon, surtout, arrêter de construire des zones d'activité et remettre massivement une agriculture maraîchère, intensive en emploi, bien sûr biologique, respectons le vivant, et qui permettra d'augmenter significativement, massivement, notre autonomie alimentaire.
Aujourd'hui, vous connaissez l'autonomie alimentaire ou peut-être la dépendance alimentaire de Dijon Métropole. Aujourd'hui, 90% de ce qu'on mange, plus de 90% de ce qu'on mange quand on habite à Dijon, vient de loin, voire de très loin. C'est grave. On a tous vécu le Covid, on s'en souvient. Il y a 6 ans, il y avait des pénuries alimentaires dans les supermarchés. En fait, les supermarchés n'ont que 3, max 4 jours de réserve alimentaire. Donc ça veut dire qu'au moindre pépin, en fait, à Dijon, il n'y a plus à manger. Donc c'est grave. Donc nous voulons faire passer Dijon, le bassin de vie dijonnais, aujourd'hui de 8% d'autonomie alimentaire à 80%. Et ça, nous pensons que ça donne des perspectives pour les jeunes. À 25 ans, ça veut dire changer le cadre de vie. Ça veut dire avoir d'autres perspectives d'emploi. Ce n'est pas que le maraîchage. On va avoir toute la transformation alimentaire aussi. Ça veut dire aussi remettre beaucoup plus de liens avec la nature. Et ça, c'est fondamental aussi pour aller bien. La prochaine question est aussi une question que vous avez déjà répondu. Ça concerne les espaces de rencontre intergénérationnels. Comment vous voulez les renforcer? Oui. C'est la cohésion sociale. D'accord. Sur les sujets de cohésion sociale, effectivement, voilà. Pour nous, multiplication des lieux de socialisation, fort lien bien entendu avec la culture, parce que le fait que les gens se rencontrent, ça va créer des beaux projets. Et on va, avec ces espaces de socialisation, auxquels vont être adossés aussi plein d'autres dispositifs, une manière aussi de remettre de la cohésion sociale, c'est de renforcer la démocratie. Et pour nous, c'est d'ailleurs un projet que nous avons présenté il y a 1 an au budget participatif de la ville de Dijon, et puis, soi-disant, ça ne rentrait pas dans les cadres, c'est installer des forums de quartier. Un forum de quartier, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif très simple avec des bancs ou des gradins, un tableau, éventuellement un estrade, pupitre ou pas, et en fait qui devient un espace de libre expression. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a un déficit énorme justement de capacité d'expression et d'écoute. Donc avec ces forums de quartier, c'est aussi bien des jeunes qui auront envie de se produire et qui ont répété un morceau et qui voudront se produire et puis auront quelques spectateurs. C'est aussi un espace pour les élus du conseil municipal venir expliquer quelles décisions ont été prises. En tout cas, c'est un petit dispositif qui ne coûte pas cher à mettre en place. On peut même imaginer des systèmes low-tech, puisque quand on va parler de sobriété, pour nous, tout ce qui est finalement peu intense en technologie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, ces forums de quartier seront un atout vraiment pour remettre de la démocratie. Et enfin, pour finir cette interview, une question générale. Quelle est votre première mesure si demain vous remportez la mairie de Dijon? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, on organise une grande fête pour nous tourner la page. Mais une grande fête avec de la musique acoustique, avec des instruments, avec plein d'artistes ultra locaux, des artistes en herbe aussi. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vous en ai parlé préalablement. Pour nous, l'enjeu de cette élection, c'est la question, quelle est la vision pour Dijon à moyen terme et long terme? La vision de Madame Kunders, la vision donc de la maire sortante qui se représente, c'est plus 17 000 habitants, plus 23 000 logements et l'artificialisation de 25 hectares de terre, rien qu'à Dijon, 190 à l'échelle de Dijon Métropole. Pour nous, c'est stop. Voilà. Première mesure, on arrête ce projet fou du schéma de cohérence territoriale tel qu'il est prévu aujourd'hui et
le schéma de cohérence territoriale est totalement revu pour une population stabilisée. Seule manière de retrouver le sens des limites pour pouvoir ensuite déployer en fait tout ce programme d'action qui vise à vraiment garantir les besoins vitaux des habitants et les sécurités au quotidien. Enfin, une dernière ou une avant-dernière question, pas en tant que candidate au municipal, mais en tant que citoyenne, en tant que Dijonnaise, que manque-t-il pour vous aujourd'hui à Dijon? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque bien sûr des parcs, il nous manque des espaces de verdure, il nous manque des îlots de fraîcheur. En tant que cycliste, il y a un gros problème sur les aménagements cyclables, un vrai gros problème. Si la pratique n'est pas plus développée, c'est bien ça la difficulté. Clairement, les salles pour les associations, c'est terrible. Et puis aussi, la remise en place de commerces de proximité, fondamental. Merci, voilà la fin de cette interview.